Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous sommes en direct jusqu'à 20h pour l'échiquier international, votre rendez-vous de débat autour des principaux thèmes d'actualité. Ce soir, nous allons revenir sur l'un des dossiers les plus retentissants ces dernières heures. Il s'agit du conflit ukrainien. Restez avec nous, on revient dans un instant pour les développements. Le conflit ukrainien face à un tournant décisif, rien ne semble arrêter les Occidentaux déterminés à poursuivre coûte que coûte leur soutien à l'Ukraine. L'heure n'est pas au dialogue avec la Russie, avait d'ailleurs rétorqué les alliés de Kiev le week-end dernier lors de la conférence de sécurité de Munich. Ils ont même haussé le ton à l'égard de la Russie qui s'apprête d'ailleurs à commémorer vendredi prochain un an du début de son opération militaire en Ukraine. Dans ce numéro, nous allons tenter d'analyser les derniers développements dans ce conflit, essayer d'en savoir plus sur les leçons à tirer d'une année de conflit durant lequel les rapports de force à travers le monde ont été complètement bouleversés. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en exclusivité sur Al24 News Jacques Beau. Bonsoir. Bonsoir. Ancien colonel de l'armée suisse, analyste stratégique, spécialiste du renseignement et du terrorisme. Et vous publiez un livre intitulé Opération Z, en référence à l'opération militaire russe en Ukraine. Vous jetez la lumière sur les réalités de ce conflit. Pour commencer, Jacques Beau, un an après l'éclatement du conflit, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir de cette année de conflit ? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, vous, observateur de ce conflit depuis son début et même avant ? Alors, ce qui m'interpelle le plus, c'est l'incapacité des Occidentaux à sortir d'une logique de guerre. On a, depuis 2014, on a tout fait pour que la Russie intervienne en Ukraine. Je rappelle que la raison pour laquelle la Russie est intervenue, c'est pour protéger les populations russophones du Donbass qui étaient sous la menace, et pas seulement sous la menace, mais sous les tirs permanents de l'armée ukrainienne. Et c'est finalement la préparation d'une offensive majeure qui avait été ordonnée en mars 2021 par Zelensky et qui a fait une année pour se préparer. Elle devrait se déclencher au début février 2022 et c'est ce qui a poussé la Russie à intervenir militairement, avec pour objectif de détruire la menace militaire sur ces populations. C'est tout. Il n'y avait jamais eu l'objectif d'envahir l'Ukraine. Et alors, les Occidentaux n'ont pas réussi à comprendre ce mécanisme et sont entrés dans une logique de guerre comme si la Russie voulait envahir l'Europe. Or, ça n'a jamais été le cas. Et donc, on est dans un espèce de dialogue de sourds qui a conduit à une radicalisation des positions, en tout cas du côté occidental, particulièrement de l'Union européenne, qui, à mon sens, et je crois que c'est la grande leçon de ce conflit, c'est que l'Union européenne, au lieu de prendre une posture distanciée, comme on pourrait s'attendre d'une organisation multilatérale, eh bien, s'est impliquée dans le conflit et pour la première fois de son histoire, d'ailleurs, a fourni des armes à un belligérant. Très bien, on va justement parler des Occidentaux qui ne comprennent pas, vous l'avez dit, la logique russe. Un an après, on sent que, en tout cas, les tensions s'exacerbent entre la Russie et les alliés de Kiev. Les dernières heures ont été particulièrement tendues avec la visite du président Joe Biden hier à Kiev, puis ce mardi à Varsovie, Biden qui s'est exprimé soit quelques heures après le discours annuel de Vladimir Poutine devant le Parlement russe. C'est une véritable guerre des mots à laquelle nous assistons actuellement, Jacques Beau. Cela nous renvoie un petit peu au début de ce conflit. Est-ce que c'est le début de quelque chose selon vous ? Qu'est-ce que cela indique au moment où les Occidentaux envisagent justement à livrer même des avions pour soutenir Kiev ? Alors actuellement, on voit que l'Occident est tiraillé entre deux extrêmes.
Tout d'abord, il y a les militaires, particulièrement les militaires américains, et puis certains spécialistes, notamment dans le domaine du renseignement américain, qui conseillent aux Occidentaux de trouver une voie de négociation. Parce qu'ils disent, actuellement, si ce conflit dure, Oui. il va nous coûter plus cher que les gains qu'il va apporter. Et puis, d'un autre côté, vous avez, surtout en Europe, des politiciens qui sont enfermés par leur narratif. C'est-à-dire qu'on a eu un tel discours de non-négociation, d'intransigeance par rapport à la Russie, et des alliés d'ailleurs de la Russie, hein, de tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, n'ont pas suivi l'Occident, sont considérés comme des alliés de la Russie. Donc il y a une intransigeance là, et les Occidentaux sont un peu prisonniers enfin les Européens en particulier, Oui. sont prisonniers de ce discours et n'arrivent pas à en sortir. Et c'est pour ça qu'on a d'un côté une radicalisation du discours européen, et de l'autre, du point de vue des praticiens de la guerre, si j'ose dire, une attitude beaucoup plus nuancée sur la poursuite et la manière de poursuivre ce conflit. Et on voit que c'est les services de renseignement, notamment, je ne parle pas des Anglais, mais c'est vraiment du côté américain qu'on pousse plutôt à la négociation qu'à la conduite qu'à la poursuite, si vous voulez, de la guerre, y compris d'ailleurs la fourniture. D'ailleurs, la fourniture des armes, vous constatez qu'en janvier, les Occidentaux, d'ailleurs, ils avaient promis plus de 300 chars Léopard et autres à l'Ukraine. Oui. Et finalement, on arrive à en rassembler que 50, même pas. Donc ça veut dire que les Occidentaux s'aperçoivent bien que, vous savez, les Ukrainiens avaient plus de 2000 chars au début de ce conflit, enfin en février-mars de l'année passée. Et aujourd'hui, on pense faire retourner la situation avec moins de 50 chars. C'est un peu absurde. Oui, donc on va justement écouter, on voit là, vous nous expliquez que les Occidentaux auront du mal en tout cas à fournir les armes à l'Ukraine. Jacques Beau, nous allons justement écouter la déclaration de Joe Biden qui vient d'être un extrait de son intervention lors de sa réunion avec le président polonais à Varsovie. Il parle d'une alliance transatlantique, d'un OTAN plus que jamais fort. On va l'écouter. Les États-Unis ont besoin de la Pologne et de l'OTAN, comme l'OTAN a besoin des États-Unis. Nous devons avoir la sécurité en Europe. C'est aussi fondamental, aussi simple, aussi conséquent. C'est donc l'alliance la plus conséquente. Et je dirais peut-être l'alliance la plus conséquente de l'histoire, pas seulement dans l'histoire moderne, mais dans toute l'histoire. Comment interprétez-vous, Jacques Beau, donc ces déclarations? Est-ce que réellement l'OTAN est plus forte que jamais? Je ne suis pas si sûr que l'OTAN soit plus forte que jamais. C'est certainement le discours des Occidentaux parce qu'ils veulent se convaincre eux-mêmes. Au vu des divergences entre les différents membres? Les divergences. Alors, moi, j'ai travaillé 5 ans dans l'OTAN et j'ai vu que vous avez, à l'intérieur de l'OTAN, avant même la guerre en Ukraine, vous avez 2 OTAN. Vous avez les vieilles nations européennes et puis vous avez les nouvelles, celles d'Europe de l'Est, qui sont beaucoup plus radicales, beaucoup plus extrémistes, beaucoup plus anti-russes. Et la sagesse aurait plutôt tendance à venir des vieux pays européens que des nouveaux, si on peut dire ça comme ça. Ceci étant, on est encore loin du compte parce qu'aujourd'hui, personne n'ose faire le premier pas en direction Vous parlez de l'Allemagne, de la France? L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, qui sont ces pays qui sont proches de la Méditerranée, qui sont moins touchés, pour qui la menace russe est quelque chose de plus abstrait, mais qui ont aussi plus de rationalité. C'est des gens qui ont d'autres problèmes à régler. Et donc, perdre son temps à vouloir à tout prix intensifier un conflit à l'Est n'est pour eux pas une solution. Et je pense que c'est de ces pays que viendra, tant que faire se peut, la sagesse, si on veut bien. Pourquoi on n'ose pas, justement, Jacques Beau, j'allais vous demander pourquoi on n'ose pas justement franchir ce pas
Alors, c'est le deuxième aspect de l'OTAN, parce que une chose est apparue pendant ce conflit, et l'exemple du sabotage de Nord Stream le démontre. Alors, est-ce que c'est les Américains ou pas? Ça, je pense que ce sont les Américains, mais je veux bien qu'on ne dise pas que ce soit eux. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est un pays de l'OTAN qui a saboté l'approvisionnement énergétique d'un autre pays de l'OTAN. Oui. Et donc, on a à l'intérieur de l'OTAN, si vous voulez, des pays qui se tirent dessus, en fait, si on résume la situation. Et on voit très bien que vous avez des pays comme la Hongrie, par exemple. La Hongrie a des minorités en Ukraine. Ces minorités ont toujours été maltraitées par le gouvernement ukrainien depuis 2014. Et la Hongrie, aujourd'hui, n'a plus envie de soutenir l'Ukraine. Ouais. Et la Hongrie est un pays de l'OTAN. Donc on voit qu'à l'intérieur de l'OTAN, il y a des failles. Et il y a des gens qui disent maintenant ça suffit. On est en train de payer économiquement, et d'ailleurs pas seulement nous, hein, les autres continents aussi, l'Afrique et l'Asie, sont des pays qui sont indirectement touchés par des phénomènes inflationnistes, par la valeur de l'argent, etc., etc. Et on a de nombreuses fractures qui aujourd'hui pousseraient l'OTAN, si vous voulez, à avoir un peu plus de circonspection. Les Américains, il y a le pouvoir politique et notamment Joe Biden et son entourage qui sont des fervents guerriers, hein, de toujours. Oui. Biden Des va-t-en-guerre. a toujours été... Oui. Un va-t-en-guerre, absolument. Oui, oui. Et vous avez les militaires qui sont plus raisonnables d'une certaine manière parce qu'ils connaissent le coût de la guerre. Ils savent aussi d'ailleurs que l'aide à l'Ukraine est en train d'appauvrir militairement, si j'ose dire, les pays occidentaux. Ouais. Je rappelle que l'Ukraine absorbe, l'armée ukrainienne tire pratiquement tous les 2 jours ce que les États-Unis produisent en termes d'obus d'artillerie annuellement, mensuellement. Oui. Donc, si vous voulez, l'Ukraine a considérablement chamboulé le paysage militaire occidental, et les Occidentaux, et notamment les Américains, y voient un danger pour leur propre sécurité. Et donc, la sagesse viendrait peut-être soit des militaires américains, soit de certains pays à l'intérieur de l'OTAN qui n'ont aucune intention d'aller faire la guerre en Ukraine et qui n'ont pas l'intention d'ailleurs de participer, qui avaient promis des chars et qui finalement ont dit non, on n'en donnera pas. Donc on voit que l'OTAN n'est pas si monolithique qu'on veut bien le prétendre dans le discours officiel. Alors on va s'intéresser au tournant que risque de prendre ce conflit en s'intéressant justement à ce qu'a dit Vladimir Poutine avant l'intervention de Joe Biden. Poutine qui appelle justement dans un extrait, on va écouter cet extrait d'ailleurs, le président russe qui annonce la suspension de la participation de la Russie à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Dans la situation actuelle, le ministre russe de la Défense et Rosatom doivent s'assurer que la Russie est prête à tester ses armes nucléaires. Bien sûr, nous ne le ferons pas en premier. Personne ne devrait avoir de dangereuses illusions sur le fait que la parité stratégique mondiale peut être brisée. À cet égard, je suis obligé d'annoncer aujourd'hui que la Russie suspend sa participation au traité sur les armes stratégiques offensives. Alors Jacques Beau, Poutine qui appelle les autorités russes à se tenir prêtes pour des tests d'armes nucléaires si Washington en réalise en premier. Quelle est votre interprétation? Se dirige-t-on vers une guerre nucléaire? Non, je ne pense pas. Les Russes, et je pense que si on regarde maintenant globalement entre l'URSS, enfin la Russie, pardon, pas l'URSS. Oui. On est loin du temps de l'URSS. Allez-y. On est loin, absolument. Je pense que les dirigeants russes sont beaucoup plus rationnels que leurs homologues occidentaux. C'est la première chose. La deuxième, c'est que la déclaration de Vladimir Poutine est en fait ce qu'on pourrait appeler en français une réponse du berger à la bergère. Je vous rappelle que depuis 2002, ce sont les Américains qui sont retirés de tous les accords de désarmement qu'ils avaient conclus durant la guerre froide. Et il ne restait plus que l'accord New Start,
qui avait été signé en 2010. Ouais. Et les Russes veulent indiquer ici aux Occidentaux qu'ils ne sont pas fiables. Vous voyez, les Occidentaux ne respectent pas les traités qu'eux-mêmes ont signés. On l'a vu dans de nombreuses situations, on l'a vu avec l'Iran notamment, on l'a vu avec les accords de Minsk aussi, puisque les accords de Minsk qui devaient garantir à la population du Donbass une certaine sécurité à l'intérieur des frontières ukrainiennes, eh bien, on sait que soit François Hollande, soit Angela Merkel, soit bien entendu Petro Poroshenko, le président ukrainien de l'époque, ont signé ces accords avec déjà dans la tête qu'ils ne les appliqueraient pas. Donc, alors que les Russes, eux, ont tenté pendant 8 ans de faire appliquer, de pousser les Allemands et les Français à faire appliquer ces accords. Et donc, les Russes sont aperçus que, en définitive, les Occidentaux ne sont absolument pas intéressés à appliquer ce qu'ils ont signé. Et donc, on ne peut pas leur faire confiance. Et par conséquent, il a voulu dire, voilà, on ne peut pas vous faire confiance, donc moi je me libère des accords que de toute façon vous ne respecterez pas, et puis c'est nous maintenant qui déciderons du moment où vous serez crédible et où on sera disposé à avoir des accords avec vous. Pourtant, pourtant les Occidentaux essaient, si vous voulez, de brandir cette menace d'une guerre nucléaire. Que la Russie, oui. Non, depuis le début. Les Russes savent très bien. Oui, je sais, les Occidentaux en parlent constamment. Mais c'est d'abord, si vous regardez bien les informations qu'on a eues, c'est chaque fois les Occidentaux qui ont parlé de guerre nucléaire avant les Russes. Les Russes ne sont pas du tout pour la guerre nucléaire. Ils l'utiliseront qu'en dernier recours si l'existence de la Russie est menacée, mais tant que l'existence de la Russie n'est pas menacée, ils n'utiliseront pas d'armes nucléaires. Et ça, je pense qu'on peut leur faire confiance. Vous savez, il y a une asymétrie entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis peuvent utiliser les armes nucléaires sur un territoire qui ne les touche pas eux-mêmes. C'est le territoire européen. Oui. Alors que les Russes, s'ils utilisent l'arme nucléaire, ils auront nécessairement des retombées chez eux. Donc les Russes sont certainement beaucoup moins enclins à utiliser l'arme nucléaire que ne le sont les Américains. C'est d'ailleurs ce qui avait animé toute la discussion, il y a maintenant une quarantaine d'années, sur la question des armes nucléaires intermédiaires. Les Américains voulaient absolument avoir des armes nucléaires sur le territoire européen, et les Russes disaient non, il y a une dissymétrie, parce que si vous pouvez utiliser vos armes sans que votre territoire soit en danger, alors que nous, oui, donc il faut neutraliser, si vous voulez, en termes nucléaires, l'Europe, et c'est pour ça que les armes de portée intermédiaire ont été retirées de l'Europe. Ça, c'est un phénomène qui vous explique pourquoi les Russes, qui ont déjà, il ne faut pas oublier que les Russes, ce n'est pas pour rien qu'ils parlent toujours de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont perdu près de 25 millions de citoyens russes pendant la guerre. Oui. Et ils n'ont aucune intention de répéter cette expérience. Et c'est la raison pour laquelle les Russes feront tout pour éviter une guerre nucléaire. J'ai beaucoup plus peur, d'ailleurs, c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères britannique, Liz Truss, qui avait dit, juste avant d'être dans la course pour être première ministre, elle avait dit sur un plateau de télévision qu'elle était prête à déclencher le feu nucléaire, même si ça devait déclencher la destruction du globe. Donc on a des dirigeants occidentaux qui sont, à mon avis, beaucoup plus dangereux que Poutine. Poutine est en l'occurrence, Poutine est quelqu'un qui est beaucoup plus rationnel. Oui. Même d'ailleurs les Américains, et même d'ailleurs maintenant, c'est d'ailleurs assez intéressant, Oleksiy Arestovitch, qui est un ancien collaborateur de Zelensky, qui est démissionné au mois de janvier, a déclaré sur une station de télévision ukrainienne que les Russes étaient beaucoup moins meurtriers que ce qu'ont bien voulu dire nos médias. Et donc, vous savez, on a créé une image de Russes qui sont un peu fous, qui veulent tout détruire. C'est ce que veulent propager, c'est l'idée que veulent propager les Occidentaux actuellement. Voilà, tout à fait.
Et c'est, à mon avis, une image complètement fausse. Et le problème de cette image fausse est qu'elle contribue à nous enfermer dans une logique de guerre. Alors qu'aujourd'hui, on devrait d'abord s'imaginer où est-ce qu'on va avec tout ça. Les Russes, ils ont une position très claire. Ils vont détruire le potentiel militaire qui menace le Donbass. Ils ne vont pas essayer d'envahir l'Ukraine. Et les Russes vont continuer dans cette logique. Mais les Occidentaux cherchent quoi? Oui. C'est quoi la victoire pour l'Ukraine? Les Ukrainiens n'arriveront pas à reprendre ce qui a été pris par la Russie. Disons, tous les experts aujourd'hui, y compris d'ailleurs Anthony Blinken, s'accordent pour dire que ce sera pratiquement pas possible. Donc il faut trouver une porte de sortie. On ne peut pas continuer à se battre le long de même la la Crimée, même la Crimée. Surtout la Crimée. Surtout la Crimée. Surtout la Crimée. Surtout, je vous rappelle que la Crimée, c'est quelque chose qu'on a très peu dit en Occident, même pas du tout, mais la réalité est que en 1991, juste avant que l'Ukraine devienne indépendante, la Crimée est devenue indépendante de l'Ukraine. Et la Crimée, lorsque l'Ukraine est devenue indépendante en décembre 1991, eh bien, ça faisait déjà 10 mois que la Crimée dépendait de Moscou et non plus de Kiev. Et les Criméens ont été réannexés en 1995 par les Ukrainiens. Et ils n'ont aucune intention, ils sont essentiellement russes, hein, de tradition, de culture et de langue, et ils n'ont aucune intention de rentrer dans l'Ukraine. Et par conséquent, je pense même que si l'Ukraine parvenait par miracle, parce que même aujourd'hui les militaires, le général Mark Milley, le chef d'état-major américain, a dit que pratiquement il fallait arrêter de rêver et que les Ukrainiens ne parviendraient pas à reprendre l'Ukraine, la Crimée, pardon. Mais admettons qu'ils arrivent à reprendre la Crimée, la population ukrainienne ne cessera pas faire, comme elle ne s'est pas laissé faire en 2014, juste avant de refaire un référendum pour redemander à rejoindre la Russie. Alors cela nous amène, si vous voulez, permettez-moi Jacques Beau, cela nous amène à parler de la situation sur le front. J'aimerais vous interpeller sur l'état d'avancement de la Russie. Beaucoup a été dit sur la capacité de l'armée russe à avancer en Ukraine. Beaucoup doutent en les capacités des Russes à avancer en Ukraine. Qu'en pensez-vous ? Non, alors, je pense que les Russes ont certainement, ils sont dans un terrain qui est extrêmement difficile, hein. Les Ukrainiens se sont enterrés, donc on a des tranchées, et puis les Russes essayent de briser ces tranchées. Alors, c'est un travail qui est long, mais les Russes essayent d'épargner la vie de leurs hommes. Et contrairement à ce qu'on dit, le nombre de morts chez les Russes est environ 10 fois inférieur et à mon avis, et même selon certains experts, probablement 20 ou 30 fois inférieur à celui des morts en Ukraine. Donc les Ukrainiens se battent durement, ils sont forcés de le faire d'ailleurs. Il y a beaucoup de mutineries dans l'armée ukrainienne. On n'en parle évidemment pas en Occident, mais le Parlement ukrainien vient d'ailleurs de renforcer la loi contre la désertion et la désobéissance dans l'armée, parce que ça devenait un gros problème. Et les Russes ont dit, et le général Surovikin, qui est le commandant des forces armées russes en Ukraine, a dit en octobre, et c'est exactement ce qu'ils font, il a dit « Nous ne voulons plus faire des grandes offensives et des grands mouvements, nous voulons grignoter et broyer l'armée ukrainienne là où elle est. » Donc il ne s'agit pas d'avancer, il s'agit de détruire ce qu'on a en face de soi. Et on a beaucoup parlé de la mobilisation en Russie, on a parlé de la mobilisation partielle en septembre de 300 000 hommes, mais il faut savoir que du côté ukrainien, on a déjà fait une dizaine de mobilisations. Et qu'actuellement, les parlementaires ukrainiens viennent de faire une loi qui autorise à recruter les enfants de 16 ans et les femmes dans la guerre. Donc ça veut dire que le potentiel ukrainien est en train de se faire, comme l'ont dit les Russes, grignoter. Les Russes ne font pas des grands mouvements qui seraient dangereux pour leurs troupes, ils font que détruire ce qu'ils ont en face d'eux. Et c'est tout. Donc là, je pense, on peut discuter après de la moralité de cette histoire, mais on est dans une guerre. Donc.
Oui, d'une guerre. vous imaginez, Jacques Beau, en fait, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais la durée de 26 minutes s'avère insuffisante pour poser toutes mes questions. Merci, en tout cas, j'espère vous retrouver dans d'autres numéros pour développer davantage autour de ce conflit ukrainien. Merci. Donc Jacques Beau d'être intervenu avec nous dans l'échiquier international. Merci chers téléspectateurs de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.